Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de la série sur le Rhône, un fleuve aux multiples visages. Et dans l'épisode du jour, nous allons parler de l'écologie du fleuve, la flore, des milieux naturels spécifiques au Rhône. Tel qu'il vivait jusqu'à ses aménagements, c'est-à-dire jusqu'au début du XXe siècle, le fleuve Rhône s'était fait sa place dans une large vallée où voisinaient son lit central et des bras secondaires, les îlones. Selon l'état d'étiage ou de crue du Rhône, ces bras étaient ou non en eau. Il arrivait d'ailleurs qu'à la suite de longues périodes durant lesquelles le fleuve avait gardé un débit bas, se forment des bras morts, asséchés jusqu'à une forte crue qui leur redonnait vie. Le lit et les bras du Rhône étaient séparés par des langues de terre, des îles sur lesquelles se développait une forêt alluviale. Par exemple, une zone humide de débordement s'est créée entre Avignon et Arles. Renouée du Japon ou Ambroisie profiteront des mouvements de l'eau pour atteindre de nouvelles terres. La mutation des paysages. Les digues destinées à canaliser le cours du Rhône ont eu pour effet d'empêcher les divagations des eaux entre le lit principal et les bras secondaires. Ces derniers se sont asséchés, laissant un espace vide où les forêts poussant sur la berge du fleuve et les îles se sont rejointes. Les îlones ont ainsi définitivement disparu au profit d'une large ripisylve où l'on retrouve des espèces favorisées par un milieu humide comme les frênes ou les érables negundo. Ces taillis sont plus proches d'une forêt vierge caractérisée par des enchevêtrements de lianes et plantes rampantes que d'une futaie. C'est pourquoi ces zones dites vorgines attirent la convoitise des aménageurs agricoles comme industriels. Le sol pourpre en formation en bordure du Rhône dépend de la dynamique fluviale et s'adapte aux conditions changeantes dues à la variabilité des niveaux de l'eau grâce à la souplesse de ses rameaux et à la facilité de son enracinement par rejet de souche. L'invasion d'espèces exotiques parasites. Quand la nature redevient sauvage, elle se livre à l'instauration de nouveaux équilibres qui évoluent eux-mêmes avec le déplacement d'espèces exotiques. Dans la vallée du Rhône en apparaissent plusieurs avec des conséquences diverses. Par exemple, la renouée du Japon, Fallopia japonica, qui avait été introduite comme plante ornementale dans les années 1930. Dans la nature, elle se développe vite et colonise les espaces en sécrétant des substances qui empoisonnent les plantes voisines, tandis que son feuillage dense empêche le développement de plantes plus basses, incapables de photosynthèse par manque de lumière. La renouée du Japon apparaît donc comme une tueuse de biodiversité. Plus grave est le développement de l'ambroisie. Cette espèce originaire d'Amérique du Nord se déplace en se collant à la terre emportée par l'eau, les semelles de chaussures ou encore les camions de chantier. Également appelée la nourriture des dieux de l'Olympe, c'est une plante source d'allergie qui fait éternuer tout l'Hexagone dès le mois d'août et particulièrement la région Rhône-Alpes. Opportuniste, elle occupe les terrains sans concurrence et son éradication est très difficile. C'est ainsi que les travaux d'aménagement du Rhône ont favorisé son développement. Le frêne, Fraxinus, quant à lui, est une essence européenne à croissance rapide qui se plaît en bordure de rivière et compose 2,6% de la forêt française. L'érable negundo a été introduit d'Amérique du Nord en France vers 1750. Son très beau port en fait un hôte parfait des parcs, mais on le voit souvent à l'état sauvage près des cours d'eau, dont le Rhône. Voyons maintenant 3 réserves naturelles. En premier, le marais de Lavour, résultat d'un réchauffement climatique. Sur la rive droite du fleuve Rhône, entre Culose et Belay, le marais de Lavour fut jadis un lac. Il y a de cela 15 000 ans, un réchauffement climatique fit fondre les glaciers et un gigantesque lac se forma autour de ce qui est aujourd'hui le lac du Bourget, à 5 km. Le Rhône et le Séran, qui le traversaient, y accumulèrent des masses d'alluvions jusqu'à ce que, faute d'alimentation par les glaciers fondus, une partie du lac s'assèche. Les débris de végétation se transformèrent en tourbes. Le marais est alors devenu un formidable vivier de biodiversité. C'est ce qu'on peut découvrir aujourd'hui en le parcourant sur un cheminement de caillebotis passant par des stations d'observation remarquablement documentées. En deuxième se trouve l'île de la Platière, le Rhône à l'état naturel. Malgré les aménagements de domestication du fleuve, près de 500 hectares de ces berges ont conservé leur milieu naturel, rythmé par un mouvement de montée et de descente des eaux. Ceci est d'autant plus remarquable que l'île de la Platière se trouve dans la basse vallée du Rhône, à mi-distance entre Lyon et Valence, au niveau du péage de Roussillon. On peut y mesurer la richesse de la biodiversité entretenue dans ce biotope avec 800 espèces de végétaux, dont 70 d'arbres, arbustes et lianes, 200 espèces d'oiseaux ou encore 36 espèces de mammifères. En troisième, on retrouve les îles du Haut-Rhône, le domaine des castors. On ne les voit pas toujours, mais la marque de leur présence saute forcément aux yeux pour qui a déjà vu un barrage de castors. Les îles, situées sur le fleuve à 12 km au sud-ouest de Belay, entre Braigny-Cordon et Le Bouchage, ayant acquis le statut de réserve naturelle volontaire,
La vie sauvage authentique y a retrouvé ses droits. Outre le castor, on y trouve aussi la désormais rare cistude, une charmante tortue dont la durée de vie atteint 100 ans. Et en quatrième, la Camargue. La vie du delta. Au sud d'Arles, enserrée entre le Grand Rhône et le Petit Rhône, la Camargue reçoit les eaux du fleuve tout en demeurant en communication avec la Méditerranée. L'interpénétration d'étangs saumâtres, de marais, de zones salées asséchées organise un milieu naturel complexe, unique en France. Le meilleur site pour s'initier à ce biotope est la réserve de la Capelière, à l'extrémité est de l'étang de Vaccarès, avec deux autres lieux d'accueil, le Salin de Badon, à 8 km au sud de la Capelière, et le phare de la Gachole sur la digue de la Mer. Un itinéraire des oiseaux migrateurs. Chaque printemps, des milliers d'oiseaux viennent d'Afrique et empruntent le couloir rhodanien pour rejoindre leur site de reproduction en Europe du Nord. En 2005, plus de 32 000 oiseaux de 75 espèces différentes ont été recensés. On retrouve par exemple le martin pêcheur. Il se trouve dans de nombreuses îles du Rhône, île du Beurre, de la Platière, le flamant rose, un oiseau très sociable qui apprécie le delta du Rhône, la sterne kojek, elle s'observe également en Camargue et peut vivre jusqu'à 24 ans, le fuligule milouin, en 2004 ils étaient 1200 sur le Rhône, le goéland brun, ce migrateur essentiellement marin forme de vastes colonies, et les libellules. On distingue 5500 espèces dans le monde, dont 85 en France. Elles apprécient les zones humides et sont plus vieilles que les dinosaures. Je vous propose de voir en détail les climats et les saisons du Rhône. C'est le rythme des saisons qui se succèdent sur les Alpes et le Massif central qui conditionne les variations de niveau du Rhône. Pour comprendre le principe, il faut bien intégrer que le fleuve a sa source en haute montagne. Les précipitations hivernales se résument à la neige qui s'accroche aux pentes, tandis que l'eau gèle. Conséquence, en aval, le niveau du fleuve est bas. Au printemps, en revanche, avec le redoux, toute l'eau accumulée sous forme de neige et de glace fond. Le débit du fleuve augmente alors, encore renforcé par des pluies de printemps. En été, caractérisé par la sécheresse, le niveau redescend tandis que les pluies d'automne le feront remonter. Cependant, tout le cours du fleuve n'est pas concerné de la même manière par ces phénomènes. Ainsi, Lyon voit se réunir deux cours d'eau au régime très différent. En hiver, alors que le Rhône est bas, la Saône roule des eaux généreusement fournies par les pluies qui tombent régulièrement sur les plaines et les reliefs peu élevés du nord de la France. En fin de printemps, en revanche, le beau temps sur la France fait baisser le cours de la Saône, alors que la fonte des neiges nourrit le Rhône. Ainsi, en aval de Lyon, le débit du fleuve se trouve-t-il régulé. Plus en aval, en fin de printemps et en début d'été, le cours du Rhône est soumis à une forte évaporation. Dans le même temps, la fonte des neiges sur ses affluents alpins, la Drôme, l'Isère et la Durance, le réalimente. À la fin de l'été, les orages sur les Cévennes provoquent des crues de l'Ardèche et du Gard. Ce phénomène existe aussi avec les fortes pluies qui sévissent sur le Massif central au passage de perturbations atlantiques. Dans les deux cas, le delta du Rhône et donc la Camargue sont les victimes de ces crues. Voyons maintenant les années qui ont été marquées par les différentes crues du Rhône. Des crues redoutables. En novembre 1840, après une très longue période de pluie, la Saône dévale dans Lyon à 4000 m3 par seconde, soit 10 fois son débit normal. La ville est inondée, dévastée. En mai et juin 1856, la fonte des neiges abondantes s'ajoute à la pluie pour provoquer une crue générale qui dévaste les villes riveraines. Ces deux catastrophes majeures provoqueront la mise en chantier d'ouvrages de protection, mais on ne va pas contre le rythme des saisons et les aléas météorologiques. Depuis, en 1944, 1988, 1990, 92, 93, ainsi qu'en 2002 et 2003, les crues se sont répétées. Elles ont été aggravées par les divers aménagements du fleuve. Les digues et barrages ont séparé le fleuve de zones naturelles inondables qui épongeaient les crues, ce qui évitait les conséquences graves pour les populations. Les anciens bras du Rhône, privés d'eau afin d'alimenter les barrages hydroélectriques, se sont comblés et la végétation y a poussé. En cas de crue, ils font barrage au lieu de laisser s'écouler l'eau en surplus. Les systèmes d'épis transversaux qui furent conçus à la fin du XIXe siècle pour augmenter la profondeur du lit du fleuve ont provoqué un engraissement des rives. La conséquence est la même que la disparition des anciens bras du fleuve. Les crues ont aujourd'hui des conséquences d'autant plus graves que l'urbanisation s'est considérablement densifiée au bord du fleuve. Un grand nombre d'habitations ont été construites en zone inondable, sans parler d'industrie et de commerce. Outre les vies humaines, les crues coûtent désormais très cher à réparer. Et le Mistral? Plusieurs situations météorologiques peuvent provoquer ce vent du nord qui balaie le sud-est de la France, mais toujours il se caractérise par la régularité de son flux et les températures fraîches qu'il apporte. En provoquant un effet d'entonnoir, le couloir rhodanien accélère encore le courant d'air,
mais selon certains vieux provençaux, les barrages construits sur le fleuve ralentiraient le Mistral, qu'il n'est plus ce qu'il était. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ces sujets, je me ferai un plaisir de vous faire d'autres épisodes. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et moi je vous dis à très bientôt pour le 3e et dernier épisode de la série sur le fleuve du Rhône, dans lequel nous allons parler de la vie du fleuve d'hier à aujourd'hui. Et moi je vous dis à très bientôt.